1% seulement des terres de la planète restent encore inexplorées. Vierge de toute activité humaine, Madre de Dios, île déserte du Pacifique, en fait partie. Pour la trouver, il faut aller à 12 000 km de chez nous, aux confins de la Patagonie chilienne. C'est là que 41 explorateurs s'apprêtent à vivre une mission exceptionnelle. Ils sont spéléologues, géologues, archéologues, biologistes. Ils ont 2 mois pour découvrir ce monde inconnu et hostile que ni Magellan ni Bougainville n'avaient osé affronter en leur temps. Deux mois pour enchaîner investigation et analyse dans un laboratoire à ciel ouvert, des profondeurs aquatiques aux forêts d'altitude, des grottes aux montagnes rocheuses. Leur défi, repousser les frontières de la connaissance pour tenter de percer les mystères de cette beauté sauvage. Et pour en témoigner, chaque participant a de multiples compétences et finance entièrement son voyage. C'est dire la détermination de ces femmes et de ces hommes pour qui la science est mère de toutes les aventures. Plongé au cœur d'une expédition hors du commun, en terra incognita. Après 2 ans de préparation, les nouveaux explorateurs entament en bateau la dernière étape du voyage. C'est le vendredi 13 pour qu'on... Ouais, c'est bien de partir un vendredi 13. La mission est organisée par Centre Terre, association de référence qui a déjà mené plusieurs expéditions en Patagonie. Les bateaux de pêche, spécialement affrétés pour l'occasion, sont partis de Puerto Natales, sur la côte ouest du Chili. Il leur faudra plus de 3 jours de navigation éprouvante, des canaux de Patagonie à l'océan Pacifique, pour rejoindre 250 km plus au nord, l'île de Madre de Dios. Cette année, on va aller explorer une zone complètement vierge. C'est une zone blanche qui fait près de 80 km², qui va être compliquée à explorer. Il faut une équipe solide, des Chiliens, des Français, 41 spécialistes où en fait on a dedans, on va dire, plus de 30 spéléologues aguerris qui ont en moyenne une bonne vingtaine d'années d'expérience dans leur bagage. Les reliefs karstiques, les reliefs calcaires de cette région sont les plus exceptionnels du globe. Parce qu'on est parmi les dernières terra incognita de cette planète. On fait de la géographie comme on la faisait au 19e siècle, mais avec des moyens plus modernes, avec du bon matériel. Les vrais géographes, c'est ce qu'on fait. On est des spéléologues, des géographes, des gens de terrain. On ne raconte pas ce que font les explorateurs, on fait de l'exploration. La spécialité, c'est plutôt la géomorphologie, la cartographie 3D, l'étude des grottes. Comment ces cavités se sont creusées, comment le karst évolue, tout ce qui raconte une histoire du passé. Les héritages glaciaires, le réajustement, la dissolution, pour arriver à ces paysages exceptionnels que sont les surfaces lapiazées du karst de Madre de Dios. Dans ces eaux tumultueuses, les bateaux s'entrechoquent comme les vers de l'amitié. Avant de débarquer à Madre de Dios, il faut s'arrêter au dernier poste habité de la zone, la petite exploitation minière de l'île de Guarelo. C'est là qu'ont été livrés les 2 containers de l'expédition. 40 tonnes de matériel. Nourriture, équipements spéléo et scientifiques,
matériel technique et surtout le chalet en kit qui servira de futur camp de base durant ces 2 mois. Là, c'est sûr que la partie un peu évasée jusqu'au Kirk, ça va un peu secouer. On a notamment les 2 Zodiacs qu'on va devoir amener au Contreras. Si jamais il y a une équipe qui sera partie par là et qui tombe en panne de moteur, on a encore quand même le petit rouge pour rentrer au vélo, rapatrier les doubles sécu. Les conditions climatiques et l'isolement de l'île, ajoutés aux dangers liés à l'exploration, obligent Bernard, le chef d'expédition, à prendre toutes les précautions. Voilà pourquoi il veut dès à présent positionner 2 Zodiacs de secours dans la baie de Contreras, accessible à pied depuis le futur camp. Au cas où le mauvais temps empêche toute intervention d'hélicoptère, le groupe pourra ainsi évacuer lui-même un blessé jusqu'à la mine de Guarello, seul point médicalisé du secteur. On n'improvise pas quand la vie d'un homme est en jeu. Il nous reste les gilets, c'est bon. Ouais. Bon, on amarre tout et c'est bon. Il manque encore un bidon là-bas, sécurité, attaché dans le bateau. Chargé à rabord, le convoi repart pour sa destination finale. Mais Madre de Dios se mérite. Pour pouvoir l'approcher, il faut d'abord affronter cet océan qui porte bien mal son nom, le Pacifique. Magellan l'avait découvert un jour de grand calme. Aujourd'hui, le vent rugit à plus de 50 nœuds, la pluie va et vient à sa guise, le rivage est enveloppé d'un sombre manteau qui semble ne jamais vouloir disparaître. Dans la houle, les navires sont balancés par les flots. La coque tape, la proue plonge. On se réfugie en cabine, on s'accroche sur le pont, on s'abrite au poste de pilotage auprès du capitaine. Comment as-tu trouvé ce passage pour arriver jusqu'ici? Compliqué, non? Plus ou moins, ouais. C'est plutôt compliqué, ouais. La vague était assez haute, non? Ouais, assez. De quelle hauteur, à ton avis? Plus de 5 mètres. Et encore, il n'y avait pas de vent. S'il y avait eu du vent, nous ne serions pas passés. Il est midi. Après 6 heures de traversée, enfin la baie du Barros Luco apparaît. C'est dans cette enclave relativement abritée de l'île que sera établi le camp de base. Tout cède à l'amarrage, sous une pluie battante. Dans cette aventure hors norme, chacun doit œuvrer au-delà de ses compétences scientifiques. Bon, mais on y est, hein. Moi, je suis content là. Hein. Je suis content. On n'a plus que 100 mètres cubes de charge à décharger, mais je suis quand même content. Bon, mais ça va être raide quand même. Ça va être? Ben, c'est raide pour monter le matériel. D'après les infos ce matin, prévoyez un avis de tempête sur toute la Patagonie du Sud à partir de fin de journée, voire demain. La priorité sera évidemment de monter les plateformes. Dès qu'on a les tentes russes et les plateformes de couchage montées, les bateaux, l'objectif c'est de leur dire ciao. Chaque fois qu'on va garder les bateaux une journée de plus, ça va nous coûter une blinde. Ok? On fait du dallage et on met un paquet de cailloux après pour faire la bordure sur le côté. Allez, Raoul. Pas le temps de découvrir les lieux. Tout est à faire. Le futur camp sera perché à 35 mètres d'altitude pour éviter les tsunamis fréquents dans cette région. Il faut déblayer le terrain, installer les tentes et décharger le plus rapidement possible les 40 tonnes de matériel.
Un travail de forçat qui durera 4 jours, 12 heures par jour, dans des conditions apocalyptiques. Qu'est-ce que tu penses de cette expédition? Qu'est-ce que j'en pense? Oui. Que vous êtes très doué, très capable. Et intelligent. Et gonflé. De vrais commandos. Oui, un peu cinglé. Si c'est intéressant pour vous, tant mieux. Moi, je le ferai pas. Ah, ça non. C'est un très mauvais endroit pour travailler ici. C'est difficile de sortir du fjord. C'est dangereux. La première journée s'achève. Le temps d'un repos on ne peut plus mériter. Et un poquito de aceite de oliva. Alors, c'est tout mignon. Et on va mettre de l'ail. La gastronomie en expédition. Et la bouffe en expé, comme partout, c'est fondamental. Sans ça, on n'avance pas. Et surtout pour le moral, hein. Je vais aller faire dodo dans la cale. Ça va, Laurence? Ouais. J'ai la moitié de mon matelas qui est mouillé. Ah. Je suis obligée de dormir en boule. Concentre-toi sur l'autre moitié, la sèche. Mais même en boule, j'ai les pieds dans l'humidité. Et t'as le nez un peu dans les chaussettes, là. Et encore, j'en ai retiré. Quand on voit le rideau de pantalons et de t-shirts qui puent, et qu'on se dit que derrière, il y a encore des gens. Coucou, Cécilia. Robinson des temps modernes, les aventuriers ont apporté les matériaux nécessaires au montage d'un chalet écologique conçu par Cecilia, architecte chilienne. Ah, on la tourne. Il leur faudra 8 jours pour venir à bout de la construction. Mais le temps est compté. Alors en parallèle de ces interminables préparatifs, Bernard lance les premières expéditions. Avec toujours en tête un souci majeur, la sécurité. C'est la première mission de Rocco. Comme d'habitude, la prudence est de mise. Le principe de déplacement en Patagonie, on ne se déplace jamais seul. Soit on est en visuel de quelqu'un, soit on est toujours à deux. Personne part faire une Rocco seul en disant je vais voir en haut sur la montagne, voyons si je repère tel truc ou machin. Parce qu'après on ne sait pas où il est parti. Donc l'idée aujourd'hui, on repère pour voir tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre dans les jours qui viennent. Surtout la première partie, vous l'ouvrez vraiment très correctement pour qu'on ait un cheminement très confort pour monter sur les crêtes et les machins. Sur ce, régalez-vous. 25 kilos. Soyez forts. Ouais, il va en falloir du courage. La grande barrière de calcaire de Madre de Dios culmine à 650 mètres. Mais pour atteindre la roche, il faut d'abord traverser l'incroyable forêt magellanique caractéristique de cette région. Avec émotion, l'équipé réalise qu'ils sont les premiers chercheurs à découvrir cette île encore vierge de toute exploration. L'ampleur de la tâche est colossale. Comprendre la répartition des roches, étudier les circuits de l'eau, mesurer la vitesse de l'érosion qui atteint ici des records, mais aussi dresser un inventaire des espèces vivantes et enfin, retrouver les traces de ces anciens nomades de la mer, les Kaweskar, qui ont sillonné ce territoire pendant des siècles. Ces montagnes de calcaire, vieilles de 300 millions d'années, n'existent nulle part ailleurs. Privilège des premiers explorateurs, il leur donne un nom pour les répertorier. 132. Les glaciers de marbre. 133. On descend jusqu'à 140, 139, 139, c'est ça. 135, 132. Bon, là, on est stabilisé à 152. Tu vois, Natalia, là, on a profité de ce petit grain qui est tombé sur le bassin versant qu'on veut étudier. Et il a plu quelques... Ouais, 8 minutes à peu près, moins de 10 minutes en tout cas. Et à partir d'un certain moment, tout s'est mis à ruisseler. Et on a mesuré la conductivité, c'est-à-dire c'est la quantité de calcaire dissous dans l'eau.
C'est une mesure électrique en fait qui est assez simple à faire. Des épisodes comme ça, ils sont produits entre 10 et 20 par jour. Hein. Et c'est ça qui crée ces formes absolument incroyables de rigoles de dissolution. Et puis comme l'eau qui arrive, évidemment, elle est très peu chargée, la conductivité se met à descendre. Là, il a cessé de pleuvoir et la conductivité commence à remonter. Et à la prochaine pluie, tout est évacué. On peut recalculer le nombre de grammes ou de kilos de calcaire qui disparaît à chaque fois. Et on regarde si ce qu'on observe ici à l'échelle d'un épisode qui va durer 1 heure, 3 jours, 2 ans, est compatible avec ce qu'on observe sur le retrait des glaciers à l'échelle de 10 000 ans, 20 000 ans. Les heures passent. Natalia est toujours en expédition, affrontant les reliefs de son nouveau terrain d'exploration. On s'est promené sur les lapias qui sont pleins de fissures. C'est comme faire de la spéléologie, mais sans toi. Tu marches, tu descends, tu montes dans les crevasses, tu vas aller d'un point A à un point B, mais le chemin le plus court n'est jamais le plus direct. Tu dois descendre, monter avec les mains, les pieds, et quand tu es à peine en équilibre, survient une rafale de vent. Tu te rétablis, tu te relèves, tu reçois la pluie, c'est merveilleux. Nous avons installé un campement sur un lapias totalement ouvert, lisse. Et nous l'avons appelé le nid du condor, parce que nous étions accroupis derrière une paroi, essayant de nous mettre à l'abri du vent et de la pluie. Tout ça, c'est comme commencer quelque chose qui ne finit jamais, parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses qui nous intéressent et qui souvent ne nous mènent nulle part. Mais ça fait partie de la démarche. Nous faisons ce chemin en marchant, c'est la spéléo. Il y a peu de récompenses, mais la recherche, c'est ce qui nous enthousiasme tous. Être ici, et en espérant qu'il pleuve et qu'il y ait du vent, parce que ça donne plus d'émotion encore à tout ça. C'est un caillou, une pierre qui apparemment a marché. On voit bien la forme ici. Oui. Là, ici. Et c'est grand comme ça. Et voilà. Et voilà, c'est sec dessous. C'est bien ça. Donc elle se déplace. Il se déplace. Il a sauté quand même. Hein. Ouais. Les cailloux qui volent. Il marche et après il vole. On est juste face au seigneur d'entrée du Pacifique. Oui. Pendant ce temps, l'autre équipe de spéléologues vient de trouver son premier gouffre. Belle entrée. On cherchait les contacts avec les calcaires, on a trouvé le contact et on tombe sur une double perte, 2 cours d'eau qui convergent et qui arrivent au contact des calcaires avec une perte qu'on devine énorme, un gros trou noir dessous de nous où la cascade plonge et ça donne envie. Longeant la cascade, la descente en rappel s'achève dans les profondeurs de la Terre, dans un vacarme d'enfer. L'ambiance, hein? Ouais, l'ambiance, ouais. J'ai l'impression, là, ça continue. Il y a un point cours d'eau, là. Poussés par leur passion, les hommes s'engouffrent dans les ténèbres de ce dédale minéral. C'est aussi pour ça qu'ils sont venus à Madre de Dios, pour vivre ce frisson. Si la surface de notre planète est explorée par les satellites, le monde souterrain, lui, ne le sera jamais par d'autres moyens que l'exploration des spéléologues. Aujourd'hui, la mission consiste à prélever des concrétions, comme des stalactites, afin de les analyser. À partir de ces petits morceaux de minéraux, ils pourront déchiffrer les variations climatiques depuis la fin de l'ère glaciaire. La science a parfois quelque chose de magique. Une belle séquence, la fluvio-glaciaire, qui fait 6 mètres de haut, dont les 2 mètres de la masse sont relativement bien stratifiés. On voit plusieurs séquences de remplissage qui correspondent à des épisodes de fonte glaciaire, donc qui entraînent les graviers, le sable et tout ça, et qui ont colmaté progressivement la cavité. Ça va bien? Ouais, ça y est. Ah, ça y est.
Les scientifiques ont récolté une stalagmite, prête à leur dévoiler tous ses secrets. Coupée en deux, elle révèle ses stries d'accroissement du bas vers le haut. Les variations de couleur traduisent celles du climat. Une datation uranium-thorium donnera 11 500 ans à la base, marquant ainsi le retour de la végétation sur l'île et la formation d'un sol acide qui a favorisé le concrétionnement. Profitant de la présence des bateaux, Richard, Stéphane et Michel retournent sur les lieux d'une ancienne expédition pour y faire des relevés scientifiques. La grotte du Pacifique abrite les seules gravures rupestres de Patagonie chilienne attribuées au Kaweskar. Regarde Stéphane, ces encoches marines, qu'est-ce que t'en penses? Ben ça, là, les belles encoches, là, elles sont toutes marquées vers 3 mètres d'altitude, 3-4 mètres. C'est l'ancien niveau de la mer avant que le continent remonte, en fait. Ouais. C'est ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait le poids de la glace qui appuyait le continent et qui l'enfonçait. C'est ça. Et quand la mer remonte, c'est seulement après que le continent se met à remonter. Et donc, il y a quelques milliers d'années de décalage. Ouais, il y a un Et décalage. ça suffit pour marquer cette encoche. Là, elle est super nette ici. El matecito. Allez, c'est bon. C'est bon, bueno. La fameuse grotte Pacifique, hein. Voilà, elle est là. Le mauvais temps est revenu. Normal. Voilà, on y est là. D'accord. On va faire gaffe, il y a la partie avec les restes archéologiques sur la gauche, donc on va plutôt rester sur la droite. D'accord. Stéphane, ces peintures, elles sont attribuées aux nomades de la mer. Hein. Ça peut être que eux. Hein. On n'a pas d'idée par rapport à l'âge. Ouais. Il y a quelques éléments qui peuvent attester d'une ancienneté. Hein. L'altération de l'ocre, c'est pas du tout net, c'est déjà très altéré. On trouve quelques petits piquetages de calcite dessus, des petites efflorescences de calcite dessus. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent permettre de dire que ça a une certaine ancienneté. L'ocre en soi n'est pas datable, donc on n'aura pas d'éléments là-dessus. Mais on a quand même le contexte géo-archéologique qu'on a un peu étudié. On est à quelle altitude là? Je crois qu'on est à 3-4 mètres. Hein. Oui, on est à 3-4 mètres du niveau de la mer, c'est une grotte marine finalement. L'eau de mer était là probablement il y a 4-5 000 ans déjà. On peut raisonnablement penser, vu les encoches qu'on a autour de l'île, qu'il y a 3 à 5 000 ans, il y avait sans doute de l'eau présente dans la grotte. Bon, Richard, là, l'idée, c'est de produire le modèle photogrammétrique de la paroi, en gros, de cette partie-là, hein, jusqu'au fond de la grotte, c'est-à-dire en gros 5-6 mètres d'extension, le surplomb jusqu'au sol. Et pour avoir une géométrie correcte, hein, on prépare avec des cibles qui sont déjà précalibrées pour la photogrammétrie. Ces cibles que tu viens d'installer, elles vont servir de repère finalement à un modèle 3D. Alors après, je fais une couverture photo très dense, avec un recouvrement de 80% par photo pour couvrir l'ensemble du panneau. On fait 240. Alors, distance 1,84 m. 1,84 m. Inclinaison 30, alors d'abord la pente. 30,99. 30,99. Grâce à la 3D, Stéphane pourra analyser en laboratoire ses œuvres venues du bout des âges. Spécialiste de l'étude des roches calcaires, il va mettre pour l'occasion son savoir au service d'une quête archéologique. Ces peintures sont magnifiques et ils se sont réattribués en partie ces œuvres, et c'est leurs œuvres. Tout récemment, le drapeau Kaweskar reprend en particulier l'anthropomorphe et la rouelle solaire. C'est ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez émouvant. C'est émouvant. pour eux une reconnaissance de leurs racines, hein, quand même. Oui. Parce que c'est un peuple qui a pratiquement disparu. Ah oui, il ne reste que quelques individus, une tradition orale et quelques restes. En tout cas, c'est émouvant. Il ne reste que de rares documents sur ces nomades. Parfaitement adaptés à ce territoire hostile, ils survivaient avec ce que la nature voulait bien leur donner. Ils se croyaient les seuls sur Terre, jusqu'à la découverte du détroit par Magellan.
L'arrivée des colons occidentaux au XIXe siècle signera leur arrêt de mort. On portera même sur eux d'atroces jugements. Darwin dira « C'est à peine si on peut croire que ce sont des créatures humaines ». Leur population était estimée à 5000 en 1850. Ils ne sont plus qu'une dizaine aujourd'hui. Il y a une chose qui est étonnante, Gabriela Otterito, une des dernières Kaweskar, est venue avec 2 autres compagnons et elle ne les connaissait pas. Non, alors qu'elle se souvenait avoir séjourné dans l'entrée de la cavité. Elle se souvenait de l'entrée de la cavité, mais pas des peintures elles-mêmes. Là, c'est notre ancien campement. Oui, tout cet endroit. Nous ne sommes jamais entrés dans cette partie. Non, jamais. Regarde ce que nous avons trouvé. Ah oui, c'est une couleur que j'ai vu ma mère préparer. Si ça se trouve, nos anciens, ils ont vécu ici un certain temps. Ou bien quelqu'un est mort ici. Ils ont fait une marque. Ici serait morte une de nos familles. Une maman, des amis. Alors ils laissent une marque. Comme un souvenir? Comme un souvenir. Quelqu'un qui pourrait être mort de faim. Coincé par le mauvais temps. Cela signifierait qu'ici, il y a peut-être un corps? Il pourrait y en avoir un. C'est Oxhelmal. C'est l'esprit d'une personne de la famille. Il faut le laisser vivre tranquille. Si vous le dérangez, il va venir vous ennuyer la nuit. Au camp de base, malgré un travail acharné, l'installation n'est toujours pas terminée. Les conditions météo et l'état du terrain compliquent la tâche. Pourtant, il faut libérer les bateaux au plus vite. Leur mobilisation pèse un peu plus chaque jour sur le budget de l'expédition. Heureusement, la vie en communauté vient soulager de la fatigue et de la tension de ces longues journées. Allez, le discours. Ouais, c'est bon, on a tous le discours familial là. Un petit discours, joyeux anniversaire Laurence. Ouais. Mais est-ce qu'elle est là au moins? Elle est pas là. Au matin du 8e jour, le rythme s'accélère encore. Une tempête est annoncée sur le Pacifique. Cette fois, il n'y a plus le choix et on redouble d'efforts. Les bateaux doivent partir impérativement. On est à 80% de l'objectif. Juste le transport de la bouffe. Le reste, on est à 2% de l'objectif. Ah, sans déconner, faut avoir envie. On se met tous dans la bodega, on charge les sacs et après on fait la chaîne. Qui a soif? Normalement, il devrait y avoir assez. Il y a 4 tonnes de nourriture et à peu près 12 000 €. Donc, nourriture, boisson. Donc, je pense que ça devrait suffire. Les carottes! C'est moi qui ai fait la liste, alors du coup, je range. De la B2, hay una que es fija y hay otra que abre. C'est très difficile de construire dans cet endroit extrême et avec ce climat. Mais nous avançons bien. Tout le monde a participé pour que tout se fasse rapidement. Et maintenant, ça va aller plus vite. Ça va bien. Là,
On quitte le navire et on va s'installer à terre. Comme disait le marin qui nous avait débarqué en 95, volio disembarcar, vous voulez vraiment débarquer? Parce que pour les marins, la terre c'est l'enfer. Et pour nous, la mer c'est l'enfer. Si je vois deux mâles qui flottent sur le rivage, une est pleine de billets de banque et l'autre est pleine de bouffe. Je choisis laquelle? La bouffe. Eh ouais. Allez, c'est parti les gars, on quitte les bateaux. On va démarrer en conditions dégradées et petit à petit, ça va s'améliorer. Ce soir, on peut espérer que sur le camp de base, on aura l'adduction d'eau, l'électricité et le gaz pour pouvoir manger chaud. Ce sera déjà un très bon point pour aujourd'hui. Puis petit à petit, on arrivera à mettre en place la cabane, voilà, logistiquement, être un peu plus serein. Gabi, à la próxima. Muchas gracias para todo. Nos vemos segundo mes, seguro. Buen viaje. Sans bateau, le groupe ne peut désormais plus compter que sur lui-même. Lors d'une précédente expédition, en 2014, sur une autre île, un spéléologue s'était cassé la jambe. Il avait fallu à l'équipe plus de 20 heures de portage dans des conditions dantesques pour le ramener jusqu'au camp de base. Fort de cette expérience, Bernard a tout prévu. Ce qu'on pourrait faire, c'est partir pour baliser le cheminement de sécurité, sachant que quand on est parti de Guarello, on a déposé un Zodiac au fond du Señor Contreras. Et aujourd'hui, le but, ce serait donc qu'on rebalise le chemin qui nous permet de passer le col à 300 mètres d'altitude et redescendre sur le Contreras. Okay. Donc ensuite, d'ici, on a 40 minutes de navigation qui nous permettront de rejoindre la base de Guarello, où il y a de quoi médicaliser une victime de façon plus correcte. Natalia, accompagnée de José, trace un chemin de secours dans la forêt magellanique. Comme tous les sentiers ouverts par les équipes, le balisage est essentiel pour ne jamais se perdre, quelles que soient les conditions. Ça passe ici. Peu à peu, la cabane prend forme. Sans relâche, on se relaie entre deux expéditions pour terminer la construction. Maintenant, nous sommes étanches. Nous posons les fenêtres, les différentes installations. J'espère que nous pourrons nous doucher ce soir. Tout va bien. Nous sommes au 7e jour de travail. Alors, Don Ricardo. Le travail de forçat à payer, c'est enfin la crémaillère. Okay. C'est équitable? Parfait, perfetto. Pour fêter ça, Richard, dit le professeur, s'occupe personnellement de la préparation du pisco, la boisson nationale du Chili. Une étape est franchie. Les scientifiques peuvent désormais se consacrer exclusivement à leur mission. Il était temps. Les semaines passent vite sur Madre de Dios. Une partie de l'équipe monte sur le plateau nord pour 3 jours en principe. Et nous, on va juste monter sur les cannelures, repérer le secteur qui pourrait permettre de faire la manip de photogrammétrie 3D sur les lapiaz. Je viens surveiller les jeunes scientifiques. C'est bien. Voilà. Cette équipe de scientifiques est très solide. Beaucoup d'entre eux connaissent bien la région et sont rodés aux conditions d'exploration en milieu extrême. La complémentarité de leurs compétences et la passion qui les anime sont les clés de leur réussite. Leur enthousiasme est une arme imparable pour évoluer dans chaque recoin de cette terra incognita. Regarde, tu la mets comme ça au fond, elle remplit, tu la sors et tu goûtes. C'est une autre d'enfant. Ouais, allez, vas-y. Salé, pas salé?
Saumâtre? Un peu saumâtre. Ah, faut la prendre. C'est normal. C'est normal, on n'est pas très haut au-dessus de la mer. Un peu non, mais pas si salé. Hein. Non, mais pas mal. T'as que ça, tu la bois. Hein. Oui. Ok. Allez, Richard. T'as vu comme c'est déchiqueté là-haut? On a affaire à un vent du sud. Avec une boussole de Boy Scout, Richard. Ah oui, mais il faut revenir aux outils de base sans lesquels on n'existe pas. C'est vrai. Parce qu'ici, on peut se retrouver du jour au lendemain avec rien. Donc si on fonctionne qu'avec l'électronique, c'est bien, mais si ça marche plus, très très mal. Quand plus rien ne marche, elle marche encore. L'instinct. Mais à côté de ça, on se pose des questions sur les Kaweskar qui ont vécu ici. Sans boussole. Et là c'est sûr qu'on reste bouche bée. Non, mais c'est sûr. Hein. C'est assez invraisemblable tout ça. On y est là, on arrive sur les secteurs qui sont vraiment intéressants. Là. On a déjà les premières cannelures qui sont là. Il y a toujours une petite cuvette qui perdure au fond des cannelures. Là, regarde, celle-ci est assez profonde. Là. T'es soif? C'est de la bonne? Pas mal. Le niveau de l'eau est déjà descendu. Oui, oui. Donc au fur et à mesure, elle s'assèche. Mais il doit y avoir un petit peu de dissolution. Puis tu as quelques micro-organismes qui se développent et qui perdurent au fond. Tu as bu l'eau, Richard. Ah, mais j'ai vu cette eau-là, oui, elle est fabuleuse cette eau. Une accélération exceptionnelle du transit intestinal. Ah, excellent, excellent. Non, mais là, on va découvrir des formes de plus en plus belles au fur et à mesure qu'on va monter. Ça va se déchaîner entre le ruissellement, le vent. Là, on a des formes uniques au monde. Hydroéolien, comme on dit. Hydroéolien, l'eau et le vent. Richard, c'est quoi un lapiage? Ça vient du mot lapis qui veut dire roche. Ça vient du mot lapis. En fait, c'est des formes de ruissellement, de dissolution, qui donnent des micro-réseaux hydrographiques. Mais là, c'est quand même de la dissolution, c'est pas de l'érosion mécanique. C'est quoi la différence? Ah ben, dans un cas, la plupart des rivières sont érodées mécaniquement par l'eau qui transporte des galets et qui creuse. C'est ce qu'on appelle l'érosion linéaire. Et ici, c'est une érosion qui transporte de l'eau. Et cette eau, elle corrode, elle dissout la roche. C'est pur. Il n'y a que de la roche et il n'y a que ça. Le travail de l'eau, du vent, que de la dissolution, un seul processus de dissolution, rien d'autre. Un seul mode d'érosion qui s'exprime. C'est ça qui rend le truc assez fascinant. Et ça génère des formes incroyables. Ah, ça reste parmi les plus beaux paysages calcaires du monde. Tiens, regarde là, regarde, c'est super ça. Ah, ouais. Il y a carrément les blocs qui sont restés en relief. Ouais. Et en dessous, c'est complètement dissous. C'est déchiqueté, c'est des ciselures, des dentelles finalement. Ah, c'est super. Monstrueux. Là, ça fond comme du sucre. Hein. Regarde, là, c'est superbe. Hein. Ça porte un nom, tu connais, c'est les calcins. C'est les petits calcins, c'est la cristallisation de surface. Voilà. Qui concentre. Alors, il y a dissolution et recristallisation. Recristallisation et concentration des carbonates par évaporation. C'est ça. Et ça donne des champignons. C'est possible qu'il y ait des bactéries dedans aussi. Les bactéries vont partout. Hein. Madre de Dios n'a pas fini de les surprendre. Sur le plateau nord, Stéphane et ses équipiers découvrent un paysage surréaliste façonné par le vent. Des blocs de roche adossés à des crêtes de calcaire qui s'étirent, tels des panaches de fumée de pierre. On dirait des étoiles filantes, figées au sol, sculptées depuis la nuit des temps. Là encore, il faut inventer un nom pour ce phénomène inédit. Ce sera donc comète de roche. Donc on a le bloc ici de roche qui est non calcaire, qui est à l'avant. Et au moment où ce bloc est déposé, il va résister à l'érosion parce qu'il est dans une roche qui ne se dissout pas. Alors qu'ici, les calcaires et les marbres vont se dissoudre. Et là, on a cherché à aller un peu plus loin dans cette description et à instrumenter une comète de roche pour mesurer la variation du vent autour de la comète de roche et les effets que ça a sur la forme. Durant 1 mois et demi, l'anémomètre va enregistrer des pointes jusqu'à 120 km/h. Là, on a disposé 4 anémomètres, un devant, un derrière, un sur la crête et un en situation d'abri, dont on voit déjà qu'il tourne beaucoup moins. Un modèle 3D a été obtenu à partir d'une centaine de photos prises sous tous les angles. Ces données permettent de reconstituer en laboratoire virtuel les perturbations créées par le bloc sur le flux aérien. En rouge, les vents violents. En bleu, les vents modérés. Quand le vent est très violent, il rebondit sur le bloc.
La queue de la comète reçoit moins d'eau et voit son érosion atténuée. Le même processus, poussé à l'extrême, explique ces autres formes insolites et uniques. Cette fois-ci, les spéléologues les ont appelés champignons. Leurs travaux font remonter un chiffre surprenant. Ici, la surface du calcaire fond au rythme de 1 cm tous les 100 ans. Record mondial. 4 fois plus que dans les Alpes. Il faut dire qu'il tombe 10 mètres cubes d'eau par an. Les équipes rentrent épuisées. Malgré sa beauté saisissante, cette nature sauvage leur rappelle à chaque instant la fragilité de leurs conditions. Il n'aura pas été vain de construire le chalet. Comme le phare dans la tempête, il est une promesse de chaleur et de réconfort. Comme le sont également certaines rencontres impromptues. Extraordinaire! Mais la trêve est de courte durée. Et les nuits parfois plus difficiles encore que les journées. Cette nuit, justement, la tempête s'est abattue sur l'île. L'eau s'est insinuée partout. Seule la cabane reste un abri aussi confortable que rassurant. Cette météo violente oblige Bernard à ordonner le repli des camps d'altitude. Sur les hauteurs des glaciers de marbre, c'est pourtant dans la bonne humeur que l'on se prépare à redescendre. T'as vu, c'est l'endroit le moins pire du coin. C'est vrai, d'ici le paradis sur terre. Faut essayer de protéger les vêtements secs. J'en ai plus. Ah bah il y a un robinet juste à côté de la porte là. Franck et Florian vont chercher le groupe en urgence, avant que la mer ne soit plus praticable. Ce squat, un oiseau des mers du Sud, a choisi de les accompagner. Même en plein chaos, la magie de Madre de Dios est toujours au rendez-vous. On avait peur de rester coincé encore une journée là-haut avant de pouvoir redescendre, quoi. On a pris la tempête ce matin là-haut. Sur le col là, ça soufflait. Avec la grêle et tout comme il faut. À se mettre le cul par terre quoi. On était comme ça, en équilibre. Et voir, il fallait s'arrêter sur les rafales de vent parce que sinon elles pouvaient nous mettre par terre. A priori, ça a l'air de naviguer tranquillement là. Tous savaient à quoi s'attendre dans cette région bien nommée des 50e hurlants. Madre de Dios essuie 70 tempêtes et 300 jours de précipitations par an, comme pour dissuader quiconque d'y séjourner. Mais livrés en pâture à la violence des éléments, nos explorateurs ne s'en plaignent jamais. Et ben voilà, on est à la maison. Une fois arrivés, il faut compter sur ses dernières forces pour gravir les 35 mètres de dénivelé chargés de plusieurs dizaines de kilos de matériel. Je pense pas qu'on soit maso, juste s'il y a du froid et de la flotte, ça va pas nous arrêter, quoi. C'est quelque chose que j'espérais avant de venir, c'était voilà, me faire brasser par les éléments, prendre du vent dans la tête. Et voilà, on a été servi hein, après. J'ai constaté que les années précédentes, eh bien, le pain, c'était à peu près la seule chose qui me manquait du pays natal pendant que j'étais en expédition. C'est un élément de plaisir, je crois, pour tous les membres de l'expédition. Alors, moi qui n'ai jamais fait de pain de ma vie, eh bien, je me suis lancé là-dedans. Et alors maintenant, on y va joyeusement.
Et il faut vraiment mettre la main à la pâte. Parce que le pain, c'est une longue histoire. Il en reste des tas d'expressions, gagner son pain, le pain quotidien, ça mange pas de pain, ou l'expression la pire, long comme un jour sans pain. Ça voulait dire qu'on n'avait pas mangé de la journée. Il suffit de relire Victor Hugo pour s'en convaincre. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enfourner. Dernier petit détail, on va envoyer de l'eau à l'intérieur du four, c'est ce qu'on appelle le coup de buée, et ça sert à favoriser le dorage de la croûte. Il y avait la graisse de canard. C'est mon duvet qui revient du camp nord. Un petit peu trompé. Ça fait 3 jours qu'il est comme ça. Vous dormez sous la tente? Ouais. Mais en fait, la tente, elle est posée dans une cuvette. Puis du coup, tu te remues et puis ça fait splonch. Splonch. Voilà. La bonne humeur du groupe cache pourtant une grande inquiétude. L'un d'eux est tombé malade. Son état s'est dégradé, il faut l'évacuer. Oui, bonjour, je vous appelle au sujet d'un dossier qui est en cours pour un rapatriement depuis le Chili, de phase de recherche ou de secours proprement dit. C'est purement un rapatriement jusqu'à son domicile, point. Enfin, ou jusqu'à un secteur où il puisse être traité hospitalièrement, on va dire. Ça marche. Allez, à tout à l'heure. Au revoir. Cela fait 3 jours que l'équipe attend l'hélicoptère de secours. Il a enfin pu se faufiler entre 2 dépressions pour venir chercher Michel, l'un des plongeurs spéléo. Victime d'une grave infection intestinale, il s'est déshydraté et il a perdu 18 kilos en 15 jours. Son état est maintenant critique. Si l'hélicoptère n'avait pas pu se poser aujourd'hui, la décision était prise de le conduire jusqu'à Guarello avec les Zodiacs de secours. Ça va, Michel? C'est parti, Michel nous a quittés. On l'a évacué à temps, hein, parce qu'un jour de plus, et Michel pouvait y passer. Et je pense que ça allait bien tirer de ce côté-là, avec la chance que l'armée ici, l'équipe navale héliportée, qui a pu passer malgré des conditions météo désastreuses sur le moment, pour le récupérer en temps et en heure avant qu'il y laisse la peau. Michel est un des vétérans des expéditions de Centre-Terre. Mais cette année, la Patagonie a été plus forte que lui. Il restera 15 jours à l'hôpital de Punta Arenas, dont 8 en soins intensifs. Et il lui faudra 4 mois pour se rétablir totalement. La pluie s'est enfin arrêtée. L'occasion de faire sécher le linge détrempé. Et bien sûr de mettre les bouchées doubles sur les expéditions. Un groupe mené par Franck, Stéphane et Richard s'aventure sur une plage où ils ont aperçu un vol de caracara, rapace opportuniste dont la présence intrigue les scientifiques. Qu'est-ce qui peut bien les attirer? La réponse est juste là. La carcasse d'une baleine à bosse en décomposition. Le début d'une découverte qui mettra au défi le talent et la capacité de déduction de ces chercheurs de terrain. En poursuivant leur navigation sur la face pacifique de Madre de Dios, ils trouvent la plus vaste de toutes les grottes de Patagonie. À vue d'œil, elle pourrait contenir Notre-Dame de Paris. Ce qu'ils observent dépasse l'imagination. Des vertèbres et des os de baleines par dizaines. C'est incompréhensible, car la grotte s'ouvre plusieurs mètres au-dessus du niveau de l'océan. Ils identifient 6 squelettes, 5 de baleines bleues et 1 de baleine à bec. Ah, voilà une superbe vertèbre de baleine à côté d'une côte. Elle fait presque 140. Hein. Et dans l'autre sens, 140 par 107 à peu près.
une très très belle vertèbre. Plus incroyable encore, sur une corniche à 37 mètres de hauteur, gisent d'autres ossements. C'est vraiment étonnant, hein. Superbe, hein. Oh là 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 là. Regarde, on voit ça. Yeah. Fabuleux. Tu te déplaces, tu vas aller par là, un peu plus au niveau de ton pied. Top. Voilà. Alors, t'es à peu près à 8,2 mètres là, au moins. Ah ouais, quand même. Nous, on imaginait être à plus 6, plus 8 à peu près par rapport au niveau de la mer. Finalement, ça semble plutôt de plus 10 mètres, donc c'est beaucoup plus haut. Et puis, il y a les découvertes qui ont été faites par Richard, par Franck, avec des niveaux d'ossements encore plus hauts. Alors là, moi, je comprends plus. Je comprends plus. Quel cataclysme a donc subi cette grotte? Tels des enquêteurs sur les lieux d'un crime, les scientifiques relèvent les indices. Stéphane s'intéresse à l'emplacement de chaque ossement, tandis que Franck effectue des prélèvements. Les datations au carbone 14 attribueront 3200 ans à la vertèbre récoltée en bas et 2600 ans à un os trouvé à plus de 37 mètres. Or, il y a 3000 ans, il est géologiquement impossible que la mer ait pu atteindre la corniche. Il ne reste plus qu'une hypothèse. Revenons 100 000 ans en arrière à la fin de la dernière glaciation. Le niveau de la mer était alors encore plus bas. Avec le réchauffement de la planète, les pôles fondent et les océans remontent. L'entrée de notre grotte se retrouve envahie par l'eau. Les courants marins font échouer les baleines dont les carcasses se décomposent, tandis que les tempêtes disloquent les squelettes. Il y a 2600 ans, venu du fond de l'océan, un tsunami projette les squelettes de baleines à travers la grotte, allant jusqu'à en déposer quelques fragments sur la corniche. Le lent soulèvement de l'île, libérée de ses glaces, met alors peu à peu la grotte hors de portée de l'océan. La caverne joue son rôle protecteur et conserve le souvenir de ces baleines qui auraient disparu en quelques dizaines d'années si elles s'étaient échouées sur la plage. Parce qu'ils sont bénévoles, certains ne peuvent pas participer aux 2 mois de l'expédition et un changement d'équipe a été prévu à mi-parcours. Aujourd'hui, la relève arrive. C'est le seul moment où les 41 membres de l'aventure se retrouvent tous ensemble. Les juilletistes croisent les Haussiens, plaisantent-ils. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenido a todos y a todas. Maintenant, on va toujours traduire en espagnol parce que ce mois-ci, il y a quand même 6 Chiliennes. Pour célébrer ces fugaces retrouvailles, on verse le pisco du professeur dans les verres. Et on met les petits plats dans les grands. Ici, chacun cuisine tour à tour. Ils ont entre 25 et 72 ans, et tous sont conscients de partager une aventure hors norme. Loin de tout, ils retrouvent les fondements de la vie en société. La complémentarité des compétences, l'entraide et l'empathie. On n'est pas loin de la société rêvée par Marx et Engels dans l'idéologie allemande, où l'on peut être plongeur le matin, scientifique l'après-midi, cuisinier le soir et philosophe après le repas. Sans être cantonné à une seule de ces tâches, ni contraint de les accomplir toutes. Tiens, voilà. J'ai quand même enlevé le... Oui, c'est mieux. Moi, depuis que je fais de la recherche en haute montagne, tout ça, j'ai fait des choses tout seul au début, mais j'évite d'abandonner le solo. C'est l'unité, c'est la solidarité, c'est être ensemble pour partager. Parce que si on ne partage pas, ça ne vaut plus rien. Et puis on partage avec des loutres, avec des dauphins, avec des arbres auxquels on parle. Et ça, c'est vrai. Alors, je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer ce genre de choses, mais il faut le faire, à mon avis, jusqu'à la fin. Et on n'a pas envie de louper une si belle bagarre, comme disait David Croquette à Alamo. Ça, faut pas l'oublier, ça, faut pas l'oublier.
Richard, allez, on partage en 4. Allez, 2h du matin? Non. Là les gars, c'est le moment de la séparation. Merci à tous ceux de janvier pour tout le boulot qui a été fait. Et bravo à tous ceux de février pour tout ce qu'on n'a pas encore nous fait. reste à faire. Voilà. Ciao. Le bateau, il n'attend pas. Ah bon, faut être sérieux. Bisous à la maison. Incroyable, non? Envoie-le à la maison aussi. Ciao, ciao. Ah ouais? Master chef. Ciao. Ciao, ciao. Juste retour des choses, la présence des hommes sur cette terre isolée est pour certains de ses habitants, comme le Caracara, l'occasion de tester de nouvelles saveurs. Avec les mammifères marins, les oiseaux seront leurs seuls visiteurs pendant 2 mois. Cormorans, pétrels, albatros, et même ces petits manchots de Magellan stupéfaits par la visite de Franck. En plus d'être un plongeur spéléo aguerri, il est le biologiste de l'équipe. Sur les expéditions en Patagonie, on a toujours eu un volet plongée spéléo. Quand on plonge ici en mer, on est à 11 degrés. Et là, on se retrouve dans des eaux qui sont à 6 degrés. Donc ça veut dire que c'est des eaux qui viennent de plus haut en altitude, de plus loin, qui ont transité au sein de la masse rocheuse. Et donc là, on a un gros potentiel d'exploration. Donc là, en bateau, on va partir, là, on a le Barros-Luco, on va partir du camp. Allez, on a 20 minutes, une demi-heure de navigation. Arrivé là, t'estimes à quoi là Une demi-heure en forêt à peu près. On y va en technique légère. Néoprène, 4 litres, et puis ça suffit pour démarrer l'explo. Ouais. Moi, je prendrais bien juste un filet ou de quoi collecter si je trouve quelques bestioles cavernicoles, quelques crustacés qui pourraient vivre dans les grottes. Et puis voilà, hein, on reste équipé comme ça pour aujourd'hui. Ça marche. Bon, bah allez. L'exploration, ça démarre par la recherche des émergences qu'on a vues sur les cartes satellites. Là, on est quand même dans un milieu où il pleut beaucoup, où la réaction... pénétration et sortie des eaux est très rapide. Un gros orage, dans la demi-heure qui suit, voire dans le quart d'heure qui suit, le réseau va réagir. Donc là, c'est le gros danger. Le courant est tel qu'on ne pourrait pas rentrer à l'intérieur. Et si on se prend une crue à l'intérieur, on est tiré par une chasse d'eau qui nous évacue contre une paroi et puis on ne ressort pas. Tu es vraiment livré à la nature. C'est pas toi qui décides de ce qui va se passer, c'est elle qui va décider pour toi. Et il faut que tu t'adaptes. Et c'est ce petit côté de pouvoir jongler avec les éléments et s'adapter au milieu qui me plaît assez. C'est difficile de décrire ce qu'on ressent quand on est là. Franck et Carlos forment un binôme très uni. Partenaires de plongée depuis des années, ils savent s'appuyer l'un sur l'autre. Un atout essentiel dans ces conditions extrêmes. Car la plongée spéléo est une activité particulièrement dangereuse. Il y a quelques jours, suite à un problème de matériel, Franck a frôlé le drame, à 33 mètres de profondeur. Épaulé par Carlos, il s'en est heureusement sorti avec une grosse frayeur. Cela n'a pas refroidi les deux amis qui enchaînent déjà une nouvelle sortie, profitant au passage du spectacle offert par la faune marine. Dauphins, otaries, lions de mer. Une récompense qui efface les mésaventures. Pour atteindre la galerie à explorer, les deux plongeurs doivent se frayer un passage dans la forêt vierge. Ce joyau naturel n'a guère évolué depuis les origines. Les végétaux croisent directement sur la roche calcaire et sur un enchevêtrement de troncs morts recouverts de débris et d'humus. La progression est difficile. C'est une véritable course d'obstacles. 1 heure d'effort avec 35 kilos sur le dos pour parcourir une centaine de mètres. Ça va. Ça tient. J'ai perdu une jambe. Enfin, l'entrée de la grotte leur fait face.
la plongée spéléo, c'est quand même une activité où il y a un certain engagement. Alors sur des expéditions comme ça qui sont lointaines, où on ne connaît rien encore, personne n'a plongé dans les siphons ici, personne n'est rentré dans les grottes. Et certaines cavités, parfois on est arrêté par ce qu'on appelle un siphon. C'est une partie qui est complètement immergée, noyée. Il faut imaginer une galerie qui descend sous le niveau de l'eau. Donc ça veut dire qu'on va progresser dans un volume complètement rempli d'eau, sans air au plafond, c'est-à-dire noir absolu et absence de surface. Et il y a aussi de l'argile en suspension, il y a des matières en suspension qui font que la visibilité peut se dégrader très vite. Donc on va tirer un fil d'Ariane, on l'appelle le fil d'Ariane parce que c'est en fait effectivement le fil qui va nous permettre de sortir et retrouver la surface, là où on va pouvoir respirer et être en sécurité. En plongée mer, si on a un problème, on remonte à la surface et tout va bien. Là, si on a un problème, il faut faire demi-tour. C'est-à-dire qu'on va avoir la contrainte du gaz qu'on emporte. Il faut avoir suffisamment d'air pour ressortir. Et la contrainte aussi de ne pas se perdre. Ce n'est pas un conduit uniforme, il y a des ramifications. Ce sont des espèces cavernicoles, parfaitement adaptées à ce monde aquatique souterrain, que notre plongeur biologiste prélève à moins 24 mètres de profondeur. Dépigmentation totale, absence d'yeux, ces spécimens sont appelés troglobies. Une belle trouvaille qu'il faut désormais analyser afin de savoir s'il s'agit d'une espèce nouvelle propre à cette cavité. Ici, sur ces archipels, on a eu une succession de phases glaciaires et de phases de redoux. Oui, voilà, pendant les phases glaciaires, c'était recouvert complètement par la glace. Quand il y a les glaciers, on considère qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de végétation, Exactement. Il n'y a plus de plantes. Et à la fonte des glaces, il y a une recolonisation de ces milieux. Alors la question qu'on peut se poser, le milieu souterrain est un milieu protecteur. C'est un milieu où, en fait, si tu veux, il y a très peu de variations de température, ni d'humidité. Il y a l'obscurité totale et permanente. Il y a peu d'apport de nourriture. Bref, c'est un milieu qui est très stable. Pendant les périodes froides glaciaires, elle devait quand même trouver, j'allais dire, à manger. Bah oui, c'est la base. Il faut qu'il y ait un apport de matière organique pour qu'il y ait de la vie. Donc parce on que peut la glace n'est pas totalement abiotique, elle contient aussi des organismes. L'évolution géologique et l'évolution de la vie, elles ont marché ensemble. C'est ça qui est exceptionnel. Parmi les nouveaux, il y a Juan Pablo, étudiant chilien en biologie, qui participe pour la première fois à une expédition de Centre-Terre. Nous savions que c'était un endroit hostile. Nous en avions parlé avec notre professeur avant de venir. Et nous savions que c'était un endroit très difficile, avec des conditions extrêmes. Et ces conditions extrêmes se traduisent par de faibles populations d'animaux. Scientifiquement, il reste encore beaucoup de travail. C'est comme la partie émergée de l'iceberg. Nous avons collecté des insectes et maintenant nous allons les emporter au laboratoire pour les étudier, savoir quelles espèces nous avons recueillies, s'il y a des populations nouvelles. Ce qui a un grand potentiel, c'est la biologie marine. J'ai trouvé qu'il y avait une grande diversité sur toute la côte. Et je pense qu'il y a un tas de choses très intéressantes pour la biologie et la biologie marine. La richesse, les couleurs éclatantes de la faune et de la flore de cet univers sous-marin contrastent avec la grisaille uniforme qui drape le paysage terrestre. Ces eaux froides sont riches en oxygène. La vie trouve ici tous les éléments essentiels à son développement, qu'il s'agisse d'une araignée au camouflage bien trouvé, ou de ces algues géantes, les kelps, caressées par la houle venue du Pacifique.
Les jours et les explorations se suivent, l'équipe a trouvé son rythme. La moindre plante est observée. L'abondance de la flore est d'ailleurs surprenante. En raison du climat, les insectes sont très rares sur l'île. Les botanistes comprennent que la pollinisation est assurée par le vent, qui apporte jusqu'à la forêt tout ce dont elle a besoin pour prospérer. Sa diversité presque poétique devient entre les mains de Gisèle et Marcello un précieux objet d'étude. Bientôt, ces plantes viendront enrichir l'herbier du Chili. Le pays soutient l'expédition, heureux de découvrir grâce à nos explorateurs la richesse de ces terres inconnues. Richard et Franck, en route vers un nouveau site, s'attardent dans ce musée végétal. T'as des jolis lichens là. Hein. Oh, superbe, hein. Regarde Franck, là il y a un arbre vraiment curieux là. Il y a des champignons dessus. Ah, ils sont beaux. Je dirais même dessous la branche, ça me rappelle certains champignons qu'on a en France, mais ils sont un peu différents des oreilles de Judas. Je crois que c'est le pain des Indiens, que c'est comestible, hein, c'était consommé localement. C'est un Otophagus antarctica. C'est probablement l'espèce la mieux adaptée au vent, mais on en rencontre aussi à l'abri, qui au lieu de mesurer 1 mètre de haut, mesure 15-20 mètres. Hein, et avec des troncs qui peuvent avoir 50-60 Même cm. espèce, peut-être le même âge, et des tailles très différentes en fonction de l'exposition au vent. Ce sont des êtres primitifs qu'on retrouve uniquement en hémisphère sud. Ouais. L'évolution végétale a suivi l'évolution géologique. Ça, c'est vraiment étonnant. Petit tronc comme ça, il peut avoir un siècle. Chronologie. Là, on étudie l'histoire de la Terre dans le temps long. Pour le temps long, c'est quoi? C'est le temps géologique. Hein. Ces calcaires qui sont ici, ils datent de la fin de l'ère primaire, permo-carbonifère. Ils ont 250 à 300 millions d'années. Et la végétation qui est là, elle s'est adaptée au cours des âges. On a des espèces ici qui remontent à Gondwana, le paléocontinent qui était là il y a 150-200 millions d'années. Et ces espèces, elles sont encore là. Ouais, c'est spongieux, hein. Ouais, c'est mou. La Patagonie, c'est aussi le pays des tourbières. Hein. Toute la forêt est belle ici. Ah ouais. Mais c'est la forêt d'altitude d'un Otophagus. Hein. Celui-là, il est invraisemblable. Mais en plus, il n'est pas très haut. Hein. Il fait 4 mètres de haut. Et à mon avis, il a au moins 2-3 siècles. Hein, facile. Hein. Parfaitement adapté à un milieu incroyable. Et puis ces accumulations de mousse, là, c'est génial. Hein. Ça fait 40 ans que je vais un peu partout dans le monde, mais à chaque fois, je suis émerveillé par ces paysages. Et les paysages commencent ici par la forêt magellanique, par la végétation, une végétation qu'on ne voit nulle part ailleurs au monde. Et elle est adaptée aux pires conditions. Pas tellement au froid, mais surtout au vent, à la pluie. Ici, on donne l'exemple de terres qui méritent vraiment d'être totalement protégées. Par exemple, cette forêt magellanique qui est une des dernières forêts primaires de la planète, hein, qui n'a pas été touchée par l'homme, ou pratiquement pas. Parce que les espèces que l'on rencontre ici d'arbres ont été carrément détruites. La forêt chilienne de la Cordillère des Andes, etc., a été détruite pendant 40-50 ans pour vendre du bois sur la planète. Et ici, heureusement, les conditions ne sont pas favorables pour l'exploitation. C'est marrant, hein? C'est vraiment chouette. J'ai jamais atteint une grotte dans une telle quantité de mousse. Regarde la vue qu'on a depuis l'entrée. Eh ouais. Moi, j'ai encore jamais vu ça. C'est une lucarne sur un monde infernal, sur la forêt magellanique d'altitude. Donc c'est une découverte majeure. Et en plus, on entend l'eau gronder en dessous parce qu'elle se perd là-dessous. Donc ça veut dire qu'il y a un réseau qui se développe. Ah, on va pas moisir ici, hein. Avanti. 40e jour de mission. L'organisation au refuge est parfaitement rodée. Travaux de maintenance, préparation des repas,
repérage pour les prochaines missions. Chaque minute compte car la fin de l'aventure approche. Et il reste encore tant d'informations à collecter. 8 patates, 12 carottes, un chou. Et tu épluches 2 oignons et je viendrai m'en occuper après. Juste 2 secondes, je vais vérifier un truc. Je vais vérifier une chose. Ah, effectivement, on est juste dessus, là, c'est parfait. Faut pas se laisser tromper par les photos aériennes, hein, parce que sur le terrain, c'est autrement plus dur. Les photographies aériennes permettent aux géographes de visualiser les phénomènes géologiques à découvrir. Dans cette course contre la montre, le choix des derniers lieux d'exploration est capital. Bernard conduit un groupe vers les grottes côtières de Punta Blanca. C'est sympa, mais je préfère la forêt primaire quand même. Bon. Nous, ce qu'on fait avec Dun, si on va aller jeter un œil aux 2 petits porches là, je pense que le gros porche, il est encore plus à gauche. Oula, comme ça là, c'est des courants d'air. Ouais. Ah, c'est bon ici. Putain, c'est courant d'air. Ah, oui, bien fait. Ouais. Ah. Ça va. Oh! Oh! Ah. Là, il y a une salle derrière. Quelques centimètres à peine pour passer. À cet instant, les spéologues n'ont qu'une idée en tête. S'engouffrer dans l'inconnu. Chaque ouverture dans la roche porte l'espoir d'une potentielle trouvaille. Sans doute le plaisir de la recherche est-il pour eux aussi intense que celui de la découverte. Ça y est, putain, on arrive au port. Ah, cool. Bernard et son équipe passent les grottes côtières au peigne fin. Punta Blanca délivrera-t-elle ses secrets? C'est grand. Ça part de partout, quoi. Ah ouais, en plus il y a du courant d'air là. Excellent. Ah, par contre, on dirait qu'il y a eu des traces d'occupation humaine par là. Ah ouais. Charbon de bois, des patelles, quelques coquillages. Ça va être intéressant ça. Ouais, surtout, faut pas marcher partout. Hein. Ouais. Allez, ok, on va chercher un peu de matos. Allez, on va prévenir chercher les autres du à la matos. radio. Allez, go. Maria vient d'être appelée en renfort. En explorant les alentours de la grotte, les spéléologues ont mis au jour d'intrigants ossements. En tant qu'anthropologue, elle seule a l'autorisation officielle de manipuler d'éventuels restes humains trouvés au cours de l'expédition. Ces vestiges appartiennent-ils aux Indiens Kaweskar? Ou bien est-ce les restes de naufragés occidentaux? Il est sacrément costaud. C'est un métacarpe, un os de la main qui va ici. 1, 2, 3, 4, gauche. Oh. Il a un front fuyant avec un crâne allongé à l'arrière. Ici, c'est très proéminent. Il a des narines très larges. Ses pommettes sont également très proéminentes. Et cette partie l'est aussi. Un peu comme un personnage au visage ample. Ça ressemble à un Indien canoeros. Les nomades de la mer. C'est clairement indigène. Je suis heureuse de cette découverte. Il est très beau. Les analyses confirmeront l'origine indigène de ce squelette. La datation au carbone 14 donnera 710 ans. De leur côté, Natalia et Bernard viennent faire les premières constatations dans la caverne présentant des traces de charbon et coquillages. Ils la baptisent « Grotte de la Punta Blanca ». Là, quand même, c'est une des cavités où on a repéré des vraies traces d'occupation, a priori, ou de passage. Ouais.
Alors dire si c'est récent ou c'est pas récent, c'est pas nous qui le dirons, mais en tous les cas, on peut remplir la fiche archéologique pour conserver des monuments nationaux. Oui, on appelait ça la grotte de la Punta Blanca. On peut dire qu'on y voit des moules, des coquillages, on y voit des oursins, peut-être des patelles. Et là-bas, par contre, on voit des traces de foyers. Donc là, il y a du charbon. Entre la grotte du Pacifique, on a trouvé des peintures. Ici, à mon avis, il y a très peu de chance parce que le concrétionnement va très vite. Oui. Donc ça a pu recouvrir éventuellement des traces de marques anciennes qui aujourd'hui ne sont plus visibles. Allez, la topo, point zéro. Aïe. Ça a l'air. C'est quoi alors le GPS, Nathalie? Alors, le waypoint, c'est le 29. 29. Latitude 047 8 5. 7, 8, 5. Parfait. Voilà. Allez, on lève la topo. Ok, alors à droite, les points 1 mètre. Ok. Donc là, on est du point 1 vers le point 2. Ce qu'on fera après, on fera du 2 vers le 3. Et Natalia, je t'écoute. Distance 9,86. C'est vraiment très très beau. Dans cet espace que personne n'a foulé depuis des siècles, la topographie est fondamentale. Elle est l'acte de naissance de la grotte, qui désormais pourra être répertoriée. Elle permet aussi de bien comprendre comment la cavité évolue et quelles en sont toutes les ramifications. Au cours de ces 2 mois d'expédition, les spéléologues auront exploré plus de 200 gouffres et cartographié environ 12 km de galeries terrestres et subaquatiques. Franck et ses partenaires de plongée sont justement en train de mener de leur côté de nouvelles investigations aux abords de Punta Blanca. J'ai déroulé 75 mètres et ça change très souvent de direction. J'ai l'impression, alors au début ça part comme ça, on revient là-dessous. En fait, je pense qu'on reste un peu sous la plage. On doit suivre comme ça. La direction de la plage. Voilà, bah ça y est, que la topo qui pourra nous le dire. Et on rentre pas plein pot, plein fer dans le massif. On fait comme ça, comme ça, comme ça. C'est très joli. Retour à la base scientifique pour reporter et analyser les notes de terrain. Les aventuriers se transforment en rats de laboratoire et en artistes, maîtres du coup de crayon. C'est en comparant leur topographie que les différentes équipes ont une intuition. Du gouffre du casque en 3D, donc ce qu'on a exploré principalement sur le camp dernier. Et ici on arrive au siphon. L'entrée, on l'a juste ici, là, sur la Punta Blanca. On a cette nouvelle branche qui a été découverte là, dans le réseau. Et cette nouvelle branche, ce qui est intéressant, c'est qu'elle repart tout droit, sur le campement nord, là où il y a actuellement l'équipe qui travaille, à 350 mètres d'altitude. Et un petit peu plus loin, l'entrée du gouffre du casque, qui maintenant pourrait parfaitement hydrologiquement déverser dans le système de Punta Blanca, où maintenant on en est à quasiment 2,3 km de développement. On a repéré 2 émergences, une ici au niveau de la plage et une à peine en retrait. Donc toute l'eau du système semble sortir là. On peut toujours espérer quand même une jonction avec le système de Punta Blanca. Ce serait la première fois qu'on ferait une traversée sur Madre de Dios. Ah oui. Ce que Bernard et Natalia entrevoient avec optimisme, c'est la possibilité de faire une jonction. En suivant le chemin des eaux souterraines, 2 équipes vont tenter de se rejoindre. Les spéléologues descendront depuis le gouffre du casque, point d'entrée des gouttes de pluie, tandis que les plongeurs remonteront depuis leur point de sortie dans l'océan. S'ils parviennent à se retrouver, ce serait pour eux une exceptionnelle découverte géographique. C'est maintenant ou jamais, car l'expédition touche à sa fin. Bravant la tempête, les spéléologues conduits par Bernard arrivent au camp nord, où ils vont passer la nuit. Demain, ils monteront à 350 mètres pour leur ultime exploration.
Moi, on m'avait dit qu'il n'y avait pas d'orage. Waouh, génial! Voilà, c'est la corvée d'eau potable. Bon, et bien, Allez. le Cap Nord alors. Allez. Il y a ses perspectives et tout ça là. Allez. Hombre. Allez, hop là. Aquí Allez, estamos. plus à l'ennemi. Allez, hop. Salut, ciao. Ciao. Dernier jour. Tandis que les spéléologues préparent leur voyage souterrain final, le professeur et Lucas arpentent la surface une dernière fois. Allez Lucas, viens voir. Il a dit. De belles cannelures. Ah bah attends, c'est pas n'importe quoi, c'est des escaliers naturels, regarde ça. Tu prends laquelle? Moi je préfère Moi celle-là. je prends là. celle-là. Allez, hop. Allez, c'est parti. On se rejoint en haut. Ouais, elle est le premier qui arrive. Regarde ça, si c'est super. Pas besoin de se fatiguer. Hein. Ouais, un peu des grosses Même marches des quand vieux même. comme moi, ils peuvent aller à une de ces vitesses. Oh là 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 là. En 2 mois, nos aventuriers n'auront eu le temps d'inventorier qu'un dixième de l'île. Jusqu'au bout, ils profitent de chaque surprise. Ce qui est incroyable, c'est ces méandres, hein, Lucas. Ouais, c'est sympa. vraiment Un super. petit méandre à ciel ouvert. En fait, on a un petit bassin hydrographique, j'allais dire en miniature, c'est-à-dire une zone de réception à l'amont avec des cannelures qui se rassemblent, qui forment un cours principal, tu as vu, en méandre, petit canyon, et voilà, il vient se jeter là dans un gouffre. C'est vraiment très intéressant parce qu'on a un modèle de ce qui se passe dans de nombreuses régions du monde, mais ici c'est vraiment sur de la roche nue, merveilleusement sculptée par l'eau de dissolution. Toutes ces gouttes d'eau là qui s'organisent en surface en donnant ces cannelures, ces pertes, elles vont ensuite s'organiser sous terre et donner un réseau hydrographique, cette fois souterrain. Et ce réseau hydrographique souterrain est très complexe. Il y a des affluents avec des arrivées d'eau et finalement ça rejoint un collecteur. On veut suivre absolument le trajet de la goutte d'eau, le trajet de la rivière souterraine et finalement ici elle rejoint le niveau de base et le niveau de base c'est l'océan. En contrebas, l'équipe de plongée Spéléo est arrivée à la résurgence de la Punta Blanca, la rivière souterraine du massif qui se déverse dans l'océan. Pour l'explorer, il faut utiliser des techniques très particulières et un matériel de pointe spécialement adapté. Franck, Carlos et Vincent ont revêtu des combinaisons étanches par-dessus leur fourrure polaire. Indispensable pour résister à plusieurs heures d'immersion dans une eau à 6 degrés. Accrochés à leur fil d'Ariane, les plongeurs s'enfoncent dans l'obscurité des eaux souterraines, espérant retrouver au bout du chemin leurs camarades spéléologues qui, 350 mètres plus haut, arrivent à l'entrée du gouffre du Casque. C'est par cet abîme qu'ils vont entamer leur descente. Anda bien, hein? Si, si. La boca así. Une entrée comme cela, c'est rare en fait de trouver ça à cette altitude. Tu crois que ça communique avec Punta Blanca? Ce que nous aimerions savoir. Tu as vu ce réseau souterrain de Punta Blanca? Punta Blanca pourrait être l'émergence de tout le système qui se trouve là. Nous avons de la chance. Nous pourrons peut-être communiquer par là avec ce réseau et mieux comprendre tout le système hydrologique. Allez à toutes. Youhou. Après 4 heures de progression épuisante, ils trouvent la rivière principale à 230 mètres de profondeur. Dans quelques jours, les explorateurs seront rentrés chez eux.
Alors ils savourent chaque mètre parcouru dans les entrailles de cette terre vierge, plein de cette folle sensation d'être les premiers hommes à marcher au cœur de Madre de Dios. On a descendu par un petit méandre là et on a commencé à trouver les affluents et là on arrive dans du gros volume et là ça court, la rivière et tout, ça s'élargit, c'est le rêve quoi. Ce qui est intéressant c'est que tous ces dépôts de limon qu'on voit à notre hauteur, qui sont très très vieux je pense. Pour creuser tout ça, il faut plus de 20 000 ans. Sur les côtés, les dépôts de limon que tu vois, c'est vraiment des creusements glaciaires, même à ta hauteur de casque, quoi. C'est très très vieux. La morphologie de la galerie, par exemple, à ton niveau, c'est plus large, donc il y avait certainement plus d'eau qui creusait. Et on est dans une époque où il y a moins d'eau maintenant, et donc on peut constater que le creusement est plus fin. Ils ont atteint le siphon terminal de la cavité. 100 litres d'eau se déversent à la seconde, voire même le double. La rivière est en crue. Sécurité oblige, ils doivent renoncer à aller plus loin. L'eau va continuer seule sa course vers l'océan. « 120 mètres plus bas, une courte distance ici gigantesque, les plongeurs sont bloqués après 540 mètres de progression. Leur fil d'Ariane est en bout de course. Inenvisageable de continuer. Ils doivent faire demi-tour. La quête fut belle, mais reste inachevée. Même si demain il faut déjà rentrer, reste la joie d'avoir tenté. La spéléologie donne parfois des leçons d'humilité. On ne peut pas toujours gagner face à la nature. Malgré ce revers, nos Robinson repartent heureux, avec la fierté d'avoir relevé ensemble d'innombrables défis. Pendant 2 mois, ces femmes et ces hommes soudés ont accumulé les découvertes scientifiques et humaines. La recherche sous le signe de la fraternité. 10, 61 pour la distance. 10. Leurs résultats et les échantillons collectés seront partagés avec le CNRS et d'autres laboratoires de recherche ou universités en France et au Chili. Ce monde à la pureté inaltérée est désormais connu. Mais là doit être la seule intervention humaine. Cette île de roc semble inébranlable. Mais comme notre planète, son écosystème est le fruit d'un équilibre naturel délicat et fragile. Avec l'aide du Chili, Bernard, Marcello, Richard, Stéphane, Franck et tous les autres veillent sur l'intégrité de ce joyau. Grâce à leur démarche, les autorités chiliennes ont déjà classé ce territoire du bout du monde en réserve naturelle. Mais un rêve encore les unit. Celui de voir un jour l'île de Madre de Dios, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité.